Désobéissance civile, une lutte contre la loi, une problématique qui de tout temps a fait l'objet d'une très grande polémique. Mesdames et messieurs, honorables jurys, très chers opposants, mes plus sincères salutations à vous tous. Quelle immense fierté de nous tenir, mes camarades et moi, derrière ce pupitre et ce pour la seconde fois. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de traiter un sujet d'une importance vitale. Un sujet qui, depuis quelques années, a su occuper les unes de tous les journaux marocains, internationaux et mondiaux. Un sujet qui suscite débat et polémique dans tous les médias, les réseaux sociaux et même aujourd'hui notre salle d'audience. Mais avant tout, chère audience, permettez-moi de vous clarifier ce terme mis en valeur, la désobéissance civile. Une forme de résistance qui consiste à refuser de se soumettre à une loi, une organisation ou un règlement, faisant de ce refus une arme de combat. Oui, messieurs, dames, une arme de combat. Mes chers opposants, malheureusement, ont pour unique conviction qu'en transgressant la loi et ses règles, on pourrait faire pression sur le gouvernement, ou alors on pourrait amener à effectuer des changements politiques, sociaux et j'en passe. Or, ces derniers négligent l'impact négatif de leur acte irréfléchi. Ces derniers négligent les conséquences fâcheuses de cette rébellion. Mais ne vous inquiétez point, tout au long de ce débat, nous vous prouverons la fausseté de vos propos. Nous vous démontrerons que la désobéissance civile est tout sauf un moyen d'action légitime. Vous comprendrez alors que cette résistance est loin d'être une solution exemplaire pour lutter contre l'injustice de ce gouvernement. Et oui, messieurs, dames, comme vous pouvez tous le constater, nous sommes fiers et honorés de défendre cette position. Henry David Thoreau, le grand philosophe, naturaliste et poète américain, a écrit un essai sur le thème de la désobéissance civile en se fondant sur son expérience personnelle. En 1846, il a été emprisonné vu son refus de payer ses impôts. Ces sommes prélevées qui ont pour but primordial de subvenir aux charges publiques. Quoi de plus égoïste de la part de David Thoreau. Mais laissez-moi deviner. Je vous vois là, vous êtes là assis devant moi, sûrement en train de vous demander « Mais qui est-elle? Qui est-elle pour contredire Henry David Thoreau, le grand philosophe américain ?» Ou alors, pour qui se prend-elle pour oser s'opposer à Martin Luther King, partisan de la désobéissance? Je dirais personne. Une simple étudiante en première année économique qui décide enfin de sortir de l'ombre et qui souhaite faire cesser cette ignorance. Une étudiante qui exige de vous rendre à l'évidence. Une étudiante désirant d'un avenir plein de vertus, un avenir où la paix domine. Donc, je ne cesserai de le répéter. Je ne cesserai de répéter que la désobéissance civile est tout sauf un moyen d'action légitime. Et voyons voir, j'ai une question pour vous, chère audience. Ne remarquez-vous toujours pas la différence entre ces actionnistes et moi? Je vais vous expliquer. Je me tiens là, devant vous, afin de débattre un sujet, afin d'exprimer mon désaccord et mon désarroi face à ce phénomène, mais en toute sérénité, sans causer le moindre dégât, sans risquer la vie d'autrui. C'est là, messieurs, dames, où réside toute la différence. Les manifestations, les protestations, les révoltes, tout ceci se tourne en abus dans notre pays bien-aimé, dans notre pays qui essaye de se développer, dans notre pays où la violence est le seul moyen de s'exprimer. Je parie que chaque personne ici présente dans cette salle se pose la même question. Cette question qui vous et nous tourmente, qui nous tourmente tous. Cette question qui mérite la méditation. Pourquoi? À cause de qui? À cause de quoi? Pourquoi notre Maroc est-il en voie de régression? Pourquoi notre beau Maroc trouve-t-il toujours des difficultés de développement? Messieurs, dames, permettez-moi de vous dire que la réponse est sous vos yeux. Merci. Que faire? Que faire lorsque ni la raison, ni la morale, ni les lois ne peuvent justifier cette soumission? À une élite corrompue, à des institutions qui ne jouent plus leur rôle, à un État indifférent aux souffrances de sa population stoïque, à l'injustice, ou encore à la dictature et la tyrannie. Que faire lorsque ces lois que vous défendez tant, que vous respectez tant, et que vous ne cessez de prôner,
devienne le pire cauchemar d'une communauté, d'un peuple et d'une nation. Chers opposants, pour que vous puissiez répondre à ces questions et pour que vous puissiez y voir une simple lueur de logique et de justesse, prêtez-moi l'oreille pour quelques minutes. Monsieur le directeur, honorable membre du jury, cher auditoire, bonjour. Quand l'indignation atteint son paroxysme et quand il y a un grand décalage entre ce qui est juste et ce qui est légal, légitime, on peut soit continuer à se résigner, renoncer, soit reprendre son destin en main et retirer aux décideurs leur légitimité et ne plus accepter leur autorité. Un décideur ne peut décider sans notre consentement en faisant fi des lois et de la Constitution. L'injustice ne peut perdurer qu'avec notre silence. Un gouverneur ne peut appliquer des lois ouvertement injustes sans notre soumission. Et là intervient cette bouée de sauvetage, cette planche de salut qui n'est autre que la désobéissance civile, qui relève d'une démarche civique et légale et qui vise à interpeller l'opinion publique et les pouvoirs publics sur l'irrégularité de la décision. Chers auditoires et chers opposants, je tiens à vous rappeler que la désobéissance civile, que les lois sont posées par l'être humain, ce qui ne les rend pas infaillibles. Et en pensant à ceci, une question me hante sans cesse l'esprit. Qu'est-ce donc la vraie définition de la loi? Cette loi que vous défendez aveuglément sans penser aux dégâts qu'elle peut engendrer. Tiens, ceci me rappelle une citation de Saint Augustin. Je cite, « À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. » Alors, pouvons-nous dire que ces lois sont injustes ou qu'elles ne sont pas des lois? Car une loi, à mon avis, une loi injuste n'est pas une loi. Je suis mon maître. Voilà une phrase qui m'inspire tant et que j'aimerais partager avec vous. Cette phrase est applicable à tout le monde. À moi, à vous, vous et vous, cher auditoire. Reste à savoir s'il s'agit du verbe être ou du verbe suivre. Et bien sûr, sans oublier ce qu'avait dit l'historien Howard Zinn, les pires choses qu'il s'agisse des guerres, des génocides ou de l'esclavage n'ont pas été les fruits de la désobéissance, mais de l'obéissance. Ce qui nous amène à dire que la désobéissance civile n'est pas notre problème, mais l'obéissance civile l'est. Merci. La désobéissance civile est un moyen d'action légitime. J'en doute. En lisant le sujet, je me suis rendu compte que cette phrase-là sonne faux. Oui, je dis bien faux, comme toute votre position, cher opposant. Car la désobéissance civile est un moyen d'acte de résistance qui consiste à refuser d'obéir aux lois et aux jugements d'ordre civil. Vous l'aurez compris, cher auditoire, elle ne peut être un moyen d'action civile car elle fait référence au vandalisme. Je me suis toujours posé la question, pourquoi désobéir alors que nous sommes en démocratie ou alors que nous avons le droit de voter? Sommes-nous aveuglés au point de dire qu'elle est légitime? La désobéissance ne révèle-t-elle pas de l'ingratitude? Cher opposant, l'intervention de ma camarade a été très importante. Mais visiblement, vous n'avez pas très bien tendu l'oreille. Mais ne vous inquiétez point, je vais vous expliquer. Les manifestations sont une sorte de désobéissance qui sont de plus en plus incontrôlables et qui résistent à la sécurité nationale. Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant d'agressivité et de haine? Pourquoi tant d'égoïsme? Légitime et désobéissance. Je n'arrive pas à croire que vous pouvez être d'accord à ce que ces deux mots-là complètement paradoxaux soient réunis dans la même phrase. C'est comme si vous êtes en train de me dire que la violence conduit à la paix, ou encore que la guerre conduit à la paix, ou encore que la violence conduit à l'amour. Chers opposants, si vous y croyez, c'est que vous vivez au pays des bisounours. Merci.
Chers opposants, vous n'arrêtez pas de dire le mot violence, violence, mais notre sujet dit la désobéissance civile. Et civile, ça veut dire pacifique sans violence. Bon, passons. Vous avez cité dans votre introduction Martin Luther King. Bon, je vais parler de Gandhi, mais je ne voudrais surtout pas passer pour une personne curieuse, mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de Gandhi. Oui, Gandhi, très chers opposants, celui qui a encouragé ses compatriotes à contester le monopole de l'État sur la distribution du sel. Cette icône pacifique qui a inspiré des milliers d'Indiens afin de s'opposer aux lois injustes imposées par l'Empire britannique. Qui consistait à augmenter les taxes sur le sel. Comment, à votre avis? Eh bien, tout simplement en organisant une manifestation dite marche de sel. Dite marche de sel. Comment, à votre avis? Eh bien, tout simplement en organisant une manifestation dite marche de sel. D'une manière hautement symbolique du sel, car c'est surtout la dignité et la confiance des Indiens qui comptent beaucoup plus que l'abandon de la dite taxe. Par ce geste politique et pacifique, qui était l'équivalent de la Tea Party de Boston, Gandhi aura alors montré au monde entier qu'une lutte non violente n'est pas une utopie. Veuillez payer attention, s'il vous plaît. Car c'est surtout la dignité et la confiance des Indiens qui comptent beaucoup plus que l'abandon de la dite taxe. Alors, par ce geste politique et pacifique, qui était l'équivalent de la Tea Party de Boston, qui a conduit à l'indépendance des États-Unis, Gandhi aura alors montré au monde entier qu'une lutte non violente n'est pas une utopie, mais une méthode d'action qui peut aboutir. Comme le dit si bien dans sa citation, la non-violence progresse marche par marche. Alors, chers opposants, d'après cet exemple concret et historique, on peut clairement déduire la légitimité de la désobéissance civile, qui, face à des lois injustes, donne les meilleurs résultats. Surtout que celle-ci ne comporte aucune forme de violence et a pour principe de violer que la loi jugée injuste. Par ailleurs, la marche verte, elle aussi, représente une bonne illustration historique de la véracité de nos propos. Et comment ne pas reconnaître la légitimité de la désobéissance civile, sachant que c'est grâce à elle qu'on vit dans notre cher Maroc indépendant. Et sans elle, on n'aurait jamais connu cette Inde d'aujourd'hui, aussi puissante économiquement et politiquement. Et je conclus par une citation d'Henri David Thoreau qui dit « Il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect des lois. » Fin de citation, merci. La désobéissance civile, pour certains, est un moyen d'exprimer leur désaccord, leur désagrément envers le gouvernement, acclamer leurs droits légalement. Or, la désobéissance civile est illégale par définition et n'est qu'un refus assumé et public à se soumettre à une loi, à un règlement régi par l'État. Ce qui va susciter un chamboulement au sein de notre pays, l'établissement de l'anarchie, la domination de la violence et le règne de la loi du plus fort. Ce qui peut mener, chers messieurs, dames, notre pays à une situation similaire et semblable à celle de la Syrie, qui depuis 7 ans souffrait d'une guerre civile sanglante entre les armées rebelles, entre les troupes rebelles et les armées fidèles au président, et dont Daesh a profité pour s'implanter et s'infiltrer, entraînant ainsi au moins 260 000 personnes tuées depuis que le conflit a débuté, et dont 80 000 sont des civils. Et pire encore, un enfant syrien sur 3 né depuis que le conflit a débuté et vient ainsi dans un contexte de mort, de peur, de violence et de déracinement. Selon un rapport de l'UNICEF, et parmi ces enfants-là, 151 000 nés dans des pays de réfugiés syriens, essentiellement la Jordanie, la Turquie et les Liban. Alors, chers messieurs, dames,
Voulez-vous un tel destin pour votre pays, pour vos enfants? Voulez-vous vivre dans une guerre constante, dans un pays où règne la peur, la violence et le déracinement? Parce que c'est ça la désobéissance civile. Merci. Chers opposants, vous parlez de violence alors que notre sujet de base est la désobéissance civile. Bon, passons. Lorsque les valeurs et les fondements de la légitimité sont bafoués par le gouvernement, alors qu'il s'agit de gouvernements issus d'élections démocratiques, la désobéissance alors acquiert un caractère de légitimité. Citation qui explique qu'on ne peut mieux la véracité de notre sujet de débat d'aujourd'hui. S'il est vrai que les lois ne doivent en aucun cas être bafouées afin de maintenir l'ordre au sein d'une société et d'empêcher le chaos, alors il est tout à fait légitime et logique de s'attendre à des contestations lorsque ces dites lois ne sont pas appliquées avec équité et transparence dans l'intérêt de la communauté. D'ailleurs, la loi et la Constitution garantissent le droit à la grève, à la contestation lorsque c'est nécessaire. Or, prenons un exemple récent et qui concerne notre pays. La nouvelle réforme du Code des impôts et surtout l'article 145 qui fait trembler la majorité des commerçants. Eux, les rats du laboratoire fiscal, pris à l'éprouvé de l'impôt, on connaisse la nature mortifère. Ces derniers ont alors usé du moyen le plus pacifique pour contester une décision prise à la hâtive et sans concertation, et dont le processus de mise en place est très compliqué, et dont l'objectif est de leur dire leur charge fiscale. Alors, comment voulez-vous que ces tranches de population puissent rester passives? N'est-il pas légitime et légal que de contester par la désobéissance civile? Par ailleurs, les programmes qu'on avait promis au peuple afin d'améliorer sa situation et lui garantir une vie digne n'ont jamais vu le jour. Car jour après jour, on constate qu'il y a davantage de malheureux, davantage de pauvres, et que la loi au nom de laquelle ils sont tous tendus et ruinés n'apporte aucun réconfort à la pauvreté de à leur situation. Les riches s'entassent des fortunes alors que les plus démunis s'appauvrissent de plus en plus. Quel malheur, quelle injustice! L'histoire, mesdames et messieurs, nous a montré à maintes reprises que la désobéissance civile est un moyen légitime et efficace pour faire face à l'injustice. L'idée que nous défendons aujourd'hui est que non seulement la désobéissance est compatible avec la démocratie, mais elle en constitue une dimension essentielle, un critère. Et comme l'a dit Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis, quand l'injustice devient loi, la rébellion devient devoir. Merci. J'étais dans un enterrement quand j'ai entendu la première requête. Mon cousin et mon oncle sont morts ce jour-là. Cadavres et blessés étaient éparpillés sur le sol. Il y avait des membres de corps humains, les uns sur les autres. Quand on est arrivé à la mosquée, j'ai vu des corps humains, des dizaines, je dis bien des dizaines de corps humains. Ils étaient tous morts. J'avais peur. Oui, j'avais peur. J'ai haï ma vie et je me suis haïe. Mon cousin et moi avions l'habitude de tout faire ensemble et je l'ai perdu. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un tel destin, une telle vie? Excusez-moi de vous dire que ce n'est pas une vie. Et de vous décrire l'enfer que j'endure. Mesdames et messieurs, ce sont les paroles d'un enfant syrien, un enfant syrien victime d'une rébellion irréfléchie, un enfant victime d'un bombardement et d'une guerre civile dont il n'a pas été responsable. Chacun de nous là, ici présent dans cette salle, est une mère, est un père, est un enfant, est un cousin. Souhaitez-vous être cette victime? Non, je ne le pense pas. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que l'avenir, que on est loin d'être dans le destin où l'avenir, où la paix domine, l'avenir où il y a plein de verdure, que ma camarade désirait, que nous tous désirons. Merci.
Depuis quand des paroles écrites noir sur blanc déterminent qui nous sommes vraiment? Depuis quand l'injustice peut se substituer à la justice? Depuis quand tout simplement l'homme a-t-il le droit d'asservir son prochain? Toutes ces questions n'ont qu'une seule et unique réponse: jamais. Je sais, je demande un peu trop, mais c'est plus fort que moi. C'est des questions qui me hantent continuellement. Comment un homme peut-il exploiter son semblable sans pitié ni remords? Comment peut-il imposer des lois qui, injustement, les subit? Vous savez, l'être humain n'est pas une cloche. Ce n'est pas parce que les sonneurs commandent que la cloche doit obéir. Et d'ailleurs, chers opposants, il n'est écrit nulle part sur n'importe quel code pénal que la désobéissance civile est une infraction. Et donc, il est légitime de s'opposer à un gouvernement non démocratique, parce que ce n'est pas un état de droit. Prenons un exemple concret et vivant. Pensez-vous que la Cour suprême cassa les lois de ségrégation comme ça? Que par un coup de baguette, qu'après un papiti, pouf, tout a changé? Qu'une loi a été effacée? Ou par prise de conscience? Mais non, voyons, non! Ouvrez grand vos yeux et soyez réalistes, parce que ce n'est que grâce à la fameuse Rosa Parks qui cette dernière avait enfreint la loi et refusa de céder sa place à un passager blanc. Elle entraîna derrière elle un fameux mouvement de protestation qui a abouti à casser les lois d'Alabama, avec bien sûr l'appui de Martin Luther King, qui avait dit, je cite, « Je soutiens que quiconque enfreint la loi parce que sa conscience la tient pour injuste, puis après accepte volontairement une peine de prison afin de pouvoir soulever la conscience contre cette injustice sociale, affichant en réalité le plus grand respect du droit. » Chère audience, ce n'est pas parce qu'une loi a été votée par des individus qui ne respectent et qui ne défendent que leur intérêt personnel, qui ne se soucient pas des autres, qui normalement devraient censés leur défendre leurs droits, que nous devons nous incliner. Alors, c'est pour cela, nous considérons à juste titre que la désobéissance civile est un moyen légal, logique et légitime. Merci. Chers opposants, chère audience, peut-être que la désobéissance civile est non violente, mais ses conséquences sont dévastantes et chaotiques. Bref, manifester votre mécontentement envers le gouvernement est un droit que personne ne peut vous ôter. Mais avoir recours à la désobéissance civile invalide ce droit-là et peut même nuire à votre liberté. C'est pour cela, chers messieurs, dames, qu'il vaut mieux exprimer sa contrariété en agissant légalement. Et pour y parvenir, il n'y a pas meilleure solution que le boycott, que rien dans la loi n'interdit et qui relève du libre choix du consommateur. Cette action a été manifestée dans notre pays le 20 avril 2018 et a été très suivie par les citoyens sur les réseaux sociaux. Et ça concernait 3 grandes marques de produits locaux de consommation courante: le lait, l'eau et le carburant. 3 principales enseignes étaient visées: Sidi Ali, Africa et la centrale laitière. Derrière ces enseignes-là, on trouvait 2 grands noms de la sphère politique et économique du pays. Aziz Arnouch et Mariam Ben Saleh. Cette action non violente avait pour objectif et pour but de pousser ces industriels à baisser les prix de certains produits de première nécessité. Et cette action, qui s'est vite répandue dans le pays tout entier, exprimait le mécontentement et le ras-le-bol de la majorité de la population marocaine envers le système social. Et juste après quelques semaines du boycott, celui-ci semble avoir de réelles répercussions sur tous les plans économiques et politiques du pays. La société Danone a déclaré et a annoncé s'attendre à une perte d'environ 20% de son chiffre d'affaires et une perte nette de 150 millions de dirhams au premier semestre de 2018, ce qui a évidemment fragilisé le gouvernement. Et alors, chers messieurs, dames,
Le boycott est une forme d'action exemplaire et efficace sur plusieurs plans. Il touche directement le centre du pouvoir et son gain, et redonne confiance à la population marocaine qui devient acteur du changement. Et leur fait prendre conscience du pouvoir qu'ils détiennent sur l'économie du pays. Alors, cher monsieur Dab, croyez-vous encore qu'on a besoin de désobéissance civile pour émettre du changement dans notre pays? Merci. Mademoiselle Bourham, il me semble que vous confondez entre guerre civile et désobéissance civile. Je tiens à préciser, une guerre civile est la situation qui existe lorsqu'au sein d'un État, une lutte armée oppose les forces armées d'un État. La désobéissance civile, par contre, est totalement pacifique. Chaque pays produit un répertoire protestataire qui lui est propre et qui est légitimé par son histoire. Pour la France, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, que Macron, et oui, le président Macron, estime légal, juste, et qu'aucun pays n'avance s'il n'entend pas cette part de colère de son peuple. Monsieur, dame, on va restituer tout doucement, et de la manière la plus claire qu'il soit, les raisons méga légitimes qu'il y a derrière cette colère. Cette colère qui a pour but de protester contre la hausse des taxes du diesel et de l'essence qui augmente de presque 20 €. Et quand tu ne gagnes pas assez d'argent, cela représente alors une charge énorme de plus. Le comble de l'ironie, c'est que cette décision non concertée alourdit les charges d'une population qui arrive à peine à subvenir aux besoins du quotidien. Alors qu'elle épargne la classe dirigeante et les riches qui bénéficient de plusieurs autres privilèges et les moyens de transport. Non seulement ils font le plus de kilomètres, mais ils prennent l'avion. Ils font un petit week-end à Berlin ou à Manchester ou encore des vacances à Marrakech. Et sachant que l'avion pollue énormément, devinez à combien est taxé le carburant des avions. 0. Wello. Et ça fait une perte pour l'État de 3 milliards. 3 milliards d'euros qu'on refuse de prendre parce qu'on est soi-disant sympa avec le mode de transport des plus riches. Mesdames et messieurs, vous comprenez maintenant l'immense sentiment d'injustice et la légitimité de la réaction justifiée des Gilets jaunes. Leur désobéissance n'a-t-elle pas fait céder le gouvernement? Dorénavant, les élites parisiennes ne pourront plus sous-estimer une tranche qui sait arracher ses droits et d'une si belle manière. Merci. Chers opposants, une guerre civile est un résultat de la désobéissance civile. Et puis, on parle de la violence, résultat d'une désobéissance civile, et non pas de désobéissance civile autant qu'un moyen violent. Bonjour le Maroc, je m'appelle Marwa et je suis ta fille. Et je vais te présenter ma génération, car elle arrive. Marocain, s'engager, c'est d'abord tenter de s'adresser aux autres. Alors, permettez-moi de vous dire que ce qui constitue une nation, notre nation, ce n'est pas de partager la même langue, vivre dans le même endroit, partager la même culture. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. La valeur du Maroc se mesure par le calibre des Marocains qu'il produit. Et parmi ces Marocains, Hassan II est le calibre le plus marquant et donc le plus évident. Car grâce à lui, notre pays se réjouit d'un climat de stabilité et d'assurance qui ont bénéficié de l'effet long terme des choix stratégiques d'hier. Et aujourd'hui, dans un Maroc qui adopte la devise du travail et de la méritocratie, grâce à un souverain qui personnifie ces mêmes valeurs, notre pays peut aller loin, très loin. Marocain, s'engager, c'est aussi aimer. C'est se croyant ce qui fait qu'être marocain, c'est plus qu'une nationalité, c'est presque une profession. Que le Marocain, même quand il se sent faible, même sur une seule jambe, choisit d'avancer quand s'arrêter aurait été plus facile. Que le Maroc est un pays jeune, enthousiaste et optimiste, prêt à libérer le meilleur de lui-même. S'engager, ce n'est pas juste de critiquer et d'être contre quelque chose, c'est aussi d'encourager et d'être pour quelque chose. C'est d'être pour l'éducation au lieu d'être contre l'ignorance. Vous savez, c'est la tâche de chaque génération de définir ce que c'est qu'être marocain. Et quand je regarde autour de moi, je vois une génération qui espère devant le défi et devant le doute espère toujours.
Le choix des générations d'hier sont au cœur de nous tous. Ils sont gravés dans le cœur de chaque témoin, dans les lignes de chaque livre et dans la mémoire de chaque seconde, de chaque minute de l'histoire de notre pays. Dans cette génération qui arrive, on se dévoue pour ce pays, on se déchire et chacun autour de nous pour ce pays. On griffe avec nos ongles et on s'accroche avec nos dents pour ce pays. Parce qu'on sait que c'est la somme de nos sacrifices qui va faire la différence entre notre génération et leur génération. Parce qu'on sait que c'est le bilan de ces choix qui fera la différence entre notre Maroc et leur Maroc. Dans n'importe quel défi des nations, c'est les générations qui donnent le plus et on demande le moins qui gagnent le défi. Regardez, l'Allemagne et le Japon ont toutes les deux perdu la guerre mondiale. Ont toutes les deux gagné une génération de patriotes jaloux et dévoués. Maintenant, je ne suis ni allemande, ni japonaise. Mais de même, je suis jalouse quand il s'agit de mon Maroc. Soyons jaloux plus que les Allemands, plus que les Japonais, plus que personne et plus que jamais, plus que personne ne l'a jamais été. On va devoir se retourner vers nous-mêmes, se fixer des yeux et faire ses choix ensemble. Promettre au Maroc que notre génération refuse de dire « je passe ». Montrons au Maroc que nous sommes plus que des Haroubiya, des Chlouh, des Sahraouis et des Fessa. Nous sommes Marocains, unis dans l'espoir et audacieux devant le doute et l'incertitude. Montrons au Maroc que ma génération est prête à remplacer les mauvaises habitudes avec les bonnes attitudes, que ma génération mérite d'être la référence du mot citoyenneté. Le jour où ma génération s'est rendue compte qu'il n'y a rien qui ne va mal au Maroc, qui ne peut pas s'améliorer avec ce qu'il y a de bien au Maroc. Devant un rêve presque utopique et impossible à atteindre, a répondu « c'est possible ». Le jour où l'on déclare au Maroc que nous sommes plus qu'une génération, nous sommes une bonne nouvelle. Bonjour le Maroc, je suis ta fille et je viens de te présenter ma génération, car elle est arrivée. Chers opposants, comment osez-vous défendre le fait de désobéir les lois qui nous permettent de vivre dans la paix? Vous parlez de la paix dont vous parlez. Ce débat ne sera point un débat sans les règles. Ce monde ne sera guère un monde sans les règles. Cher auditoire, il est indéniable que des injustices ont parfois lieu d'être. Cependant, il va falloir prendre exemple des expériences passées. Printemps arabe, coup d'État et j'en passe, tout cela n'a pas fonctionné. Et donc du coup, il va falloir penser au-delà de la désobéissance civile. Il va falloir penser stratégie. Et c'est tellement dommage de voir que la génération sur laquelle repose notre Maroc, prête à mettre en péril son image, son économie, juste pour avoir choisi de désobéir. Je conclus mes propos par la fameuse phrase de Jean Jaurès qui décrit complètement votre position, chers opposants. Qui décrit votre position, chers opposants. Votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, porte en elle la guerre. Comme les nuages portent l'orage. Merci. Incroyable murmure. Les critiqueurs trouveront toujours un truc à critiquer, même au paradis. Vous avez cité l'exemple du boycott au Maroc. Eh bien, tout simplement, on n'est pas l'exemple à suivre. D'après Victor Hugo, il n'y a pas d'innovation sans désobéissance. À toute chose, une fin. Mesdames et messieurs, notre débat touche à sa fin, comme il y a une fin à toute injustice. Chère audience, mes camarades et moi avons démontré la véracité de la confirmation. Mais je me dois de finir notre intervention en rappelant que tout changement exige une prise de courage, de l'initiative et une conscience. Tous les événements cités ont eu un déclencheur. Toutes les guerres et même toutes les révolutions ont eu un déclic. Mais ceux qui demeurent les plus légitimes s'avèrent ceux qui ont abouti grâce à la désobéissance civile.
En effet, cette dernière a été instaurée par Henri David Thoreau, qui fut emprisonné une nuit, une seule. À cause de... Pourquoi? À cause de quoi? Parce qu'il avait enfreint la loi et avait refusé de payer une taxe pendant 6 ans, la taxe Paul, qui, normalement, donnait le droit de vote. Mais pour lui, c'était aussi l'appui pour l'esclavagisme, une guerre contre le Mexique. Son emprisonnement l'a incité à écrire un traité sur la désobéissance civile. Un traité très juste, très fort. Un traité qui parle d'humanité, de gouvernement, de politiciens. Un traité qui remet les pendules à l'heure. Un traité très sincère et authentique, qui décrit aussi bien son époque que la nôtre. Et c'est donc ainsi qu'il justifie le fait d'avoir recours à la désobéissance civile, car légale, incontournable et légitime, plus que d'ailleurs, elle est civique et pacifique. Il incite à avoir recours et à affronter toute injustice, oppression et inégalité. Pour lui, le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Autrement dit, le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Autrement dit, que normalement un gouvernement devrait se concerter avec le peuple. Or, rares sont les gouvernements qui réagissent ainsi. La majorité prend les peuples comme des marionnettes, des esclaves consentis. Et c'est pourquoi nous devons leur tenir tête, comme l'a si bien fait Randy et Rosa Parks, cités aussi bien par mes camarades Zemmour. Ces personnages ont été emprisonnés. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de leur courage et leur bravoure. Le gouvernement emprisonne comme ça, injustement. Et comme l'a si bien dit Henri David Thoreau, et si bien exprimé, sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place d'un homme juste est aussi en prison. Cher auditoire, si un peuple n'a pas envie de payer des impôts jugés excessifs, il n'a pas à le faire. Il n'a qu'à avoir recours à la désobéissance civile. Car il pourrait faire réfléchir un gouvernement injuste. L'exemple le plus récent est celui des Gilets jaunes, comme l'a bien cité ma camarade. Alors, si l'injustice est indissociable au frottement nécessaire, à la machine gouvernementale, l'affaire est entendue. Par de nature, si cette machine gouvernementale veut faire de nous un instrument pour l'injustice envers notre prochain, alors là, je vous dis, enfreignez la loi. Car l'oppresseur ne se rend pas compte du mal qui imprime à l'oppression tant que l'opprimé l'accepte. Et c'est donc ainsi que je vous dis, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Merci. Chers opposants, j'ai une citation pour vous. Celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause. Permettez-moi de vous dire que le mouvement mené par Gandhi n'est point considéré comme désobéissance civile, car c'était contre la pression coloniale du Royaume-Uni et non pas contre le gouvernement indien. Pour conclure, afin de vous faire plaisir, chers opposants, la désobéissance civile peut être bénéfique dans quelques exceptions, mais ne font jamais la règle. Ces exceptions ne font jamais la règle.